Donc, en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler des inégalités. Et donc, je vous enverrai le bon fichier, il sera mis sur le site. Et donc, je veux parler de la relation entre inégalité et croissance et mobilité sociale. Donc, en fait, en grande partie, disons que le débat sur les inégalités a été en grande partie ravivé par les travaux notamment de Thomas Piketty. Et si on représente les années ici, donc je vais devoir faire beaucoup au tableau, mais ce n'est pas grave, et on représente les années, et on représente ici la part du top 1%. Donc c'est la part des revenus qui reviennent au top 1% des gens qui gagnent le plus. Eh bien, on s'aperçoit qu'en gros, on a une courbe qui est comme ça, quoi. Et donc là, c'est les années, on part à peu près 1910 ici, et là, on arrive à peu près 2010, et en fait, on a une courbe qui fait comme ça, et qui, après, à partir des années 80, oui, alors, ça, c'est pas très équidistant, je devrais normalement descendre jusque-là, on arrive ici à 1980, et voilà, et après, ça se remet à monter. Donc, on a une espèce de courbe en U, une décroissance de la part des revenus qui reviennent au top 1% jusqu'à peu près 1980, et puis ça se met à augmenter de 1980 jusqu'à 2010. Donc ça, ce diagramme a disons, suscité beaucoup d'attention. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous avez vu que depuis ces travaux, en fait, cette mesure est devenue une mesure à laquelle les gens s'intéressent beaucoup, la part des revenus qui reviennent aux gens au top 1% qui gagnent le plus, ou la part des revenus qui reviennent au top 0,1% des gens qui gagnent le plus. Vous avez vu qu'il y a eu un rapport de France Stratégie il y a 15 jours où à nouveau on essayait de regarder quel était l'effet du Covid sur la part du 0,1% ou l'épargne du top 0,1%. Donc on se met beaucoup d'attention sur cette part. Alors évidemment, donc ça c'est un constat, donc il est parfaitement exact. Et donc pour y arriver, Piketty et après d'autres co-auteurs ont dû regarder des données fiscales, et c'est à partir des données fiscales qu'ils ont pu reconstituer ça. Et la question c'est d'où ça vient, et qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, moi je perds mon masque, merci. Donc voilà, et donc moi ce que j'aimerais, c'est faire un plan, c'est de dire, voilà, je voudrais organiser ma leçon de la manière suivante, c'est d'abord de dire comment mesurer les inégalités. Comment mesurer les inégalités. Okay, ça sera la première partie de mon cours d'aujourd'hui. Okay, la deuxième partie, c'est l'innovation comme source d'inégalité au sommet, comme l'innovation comme source d'inégalité au top 1%, que j'appelle au top, c'est-à-dire qui augmente la part du top 1%. D'accord ? Voilà. La troisième partie, ça sera, je parlerai de l'innovation comme source de mobilité sociale. La quatrième partie, je parlerai de l'outil fiscal. Alors là, je vais me remettre sur des transparents que j'ai. Donc là, on retombe sur nos pieds, mais le reste, je ferai tout en diagramme. En partie, je montrerai des choses au tableau. Et je parlerai de lobbying, pour terminer. Donc j'ai cinq parties. Comment mesurer les inégalités? L'innovation comme source d'inégalité au top 1%. L'innovation comme source de mobilité sociale, l'outil fiscal et lobbying. D'accord? Voilà. Alors je commence. Comment mesurer les inégalités? Alors pour mesurer les inégalités, donc je vais aller de ce côté-là. Comment mesurer les inégalités? Il y a trois façons. La première manière, c'est de dire, eh bien, je le mesure par ce que j'appelle le coefficient Gini. Alors, le Gini, c'est un truc un peu spécial. Est-ce que vous arrivez à voir derrière ce que j'écris? J'écris un petit peu plus gros? C'est bon? Vous arrivez à voir? C'est formidable. C'est bon? Ah, vous êtes formidable. Écoutez, c'est génial. Tant mieux.
Ça me sauve. Oui, quand même des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, comment je mesure le Gini? Alors, le Gini, je mesure de la manière suivante. En fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de Lorentz. Alors, la courbe de Lorentz, L-O-R-E-Z, et la courbe de Lorentz, elle est construite de la manière suivante. Alors, la courbe de Lorentz, elle est construite de la manière suivante. Je regarde le pourcentage de revenus des ménages. Donc, il y a les ménages qui sont dans les 10%, vous voyez, de 0 à 10, c'est les 10% de ménages qui gagnent le moins. Vous arrivez là? Je ne suis pas trop, je peux lever un petit peu. Voilà. D'accord? Ensuite, je vais de 10 à 20. Ça, c'est le deuxième décile. Là, c'est le troisième décile, le quatrième décile. Et j'arrive jusqu'à 100. D'accord? Donc, j'ai 50, 60, 70, 80, 90, 100. D'accord? Et là, j'arrive à 100. Donc là, j'ai les ménages, c'est le pourcentage des ménages, vous voyez, qui sont dans le premier décile, dans le deuxième décile, etc. D'accord? Et après, je me dis, eh bien, combien gagnent les 10% les moins? Ben, ils gagneront, en général, ils ne gagneront pas 10% du revenu, parce qu'ils gagnent moins que les autres. Donc, ils seront là, vous voyez? Et je vais construire combien gagnent ceux qui sont entre 10 et 20. Ben, je sais qu'ils vont gagner moins que... ça sera de telle façon que les 20% les moins riches gagneront beaucoup moins que 20% du revenu, parce qu'il y a de l'inégalité, voyez, etc. Et je construis, du coup, vous voyez, là, j'ai 100, 100. Donc, vous voyez, là, j'arrive à 100 et j'ai 100 là. Et du coup, je construis, vous voyez, la courbe de Lorentz, c'est ça. Et elle me dit, pour chaque décile, par exemple, les 30% les moins riches, voilà ce qu'ils gagnent. Ils gagnent moins que 30%. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y avait égalité parfaite, cette courbe serait confondue avec cette droite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les 10% les moins riches gagneraient 10%, les 20% les moins riches gagneraient 20%, tout le monde gagnerait la même chose. Donc si j'avais égalité parfaite, cette courbe-là serait confondue avec cette droite. D'accord? Et le Gini, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Gini, c'est que, donc si j'avais égalité parfaite, vous ne pourriez pas voir la différence entre la courbe de Lorentz, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que ça. Ma courbe que j'appelle la courbe C serait confondue, elle serait là. Vous voyez, ça serait l'égalité parfaite. Mais par contre, si vous aviez complètement de l'inégalité, tout le monde serait à zéro, donc le cas opposé, ça serait inégalité maximum, ça serait le cas où tout le monde toucherait 0, 0, 0, 0, et puis à 100, monsieur 100, il touche tout, quoi. Donc la courbe, elle serait comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça serait un cas d'inégalité extrême. Vous voyez, d'accord? Donc, voilà. Alors l'inégalité, elle est mesurée comment? Eh bien, elle est mesurée par la surface, cette surface-là, divisée par la surface du triangle, vous voyez? Donc ça vous fait le Gini. Et quand vous êtes en égalité parfaite, eh bien évidemment, le Gini est à 0. Quand vous êtes en inégalité maximum, le Gini, c'est 1. Donc le Gini, c'est une mesure d'écart global de la société à l'égalité parfaite. D'accord? Ça mesure l'inégalité globalement pour tout le monde. Est-ce que tout le monde suit ce que je dis? Mais vous êtes merveilleux. D'accord. Très bien. Donc le Gini, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Quand le Gini, donc le Gini, c'est un nombre, alors je fais un peu de maths, qui est entre 0 et 1. Quand il est 0, égalité parfaite. Quand il est 1, c'est inégalité maximum. Et plus il est élevé, plus vous avez de l'inégalité. Ça, c'est une mesure globale d'inégalité. D'accord? Alors, vous avez une deuxième mesure. Donc, je dis, il y a 3 façons. Donc, d'accord, il y a une deuxième manière de mesurer l'inégalité. La deuxième manière de mesurer l'inégalité, je vais la donner ici. La deuxième manière, c'est le top 1%. Donc, le 1, c'est le Gini. Donc, j'ai dit 1, c'était le Gini. 2, c'est la part du top 1%. Alors, qu'est-ce que c'est que la part du top 1%? Eh bien, je prends l'individu qui gagne le plus. Mettons que c'est Antoine, d'accord? Et puis, ensuite, je prends l'individu, le deuxième qui gagne juste en dessous d'Antoine. Et puis ensuite Jean-Pierre, ensuite Jacqueline, ensuite Bénédicte, ensuite Emma, là je descends, et puis j'arrive jusqu'à ce que j'ai 1% de la population.
et je totalise leurs revenus, je divise ça par le revenu total du pays, et j'ai la part du top 1%. Vous suivez? D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'a regardé Piketty. J'aurais pu faire, au lieu du top 1%, le top 0,1% qui gagne le plus. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une deuxième mesure. Mais c'est une mesure d'inégalité au sommet de la distribution des revenus. Ça ne reflète pas l'inégalité globale de la société. On ne s'intéresse qu'aux riches. Si on est obsédé par les riches, alors on regarde cette mesure. D'accord? Mais c'est une mesure d'inégalité en haut. Ensuite, il y a une troisième mesure, qui est la mesure, en fait, la troisième mesure, c'est en fait, eh bien, c'est une mesure dynamique, c'est-à-dire corrélation, donc c'est inégalité dynamique, et là, inégalité dynamique, et là, c'est la corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants. Entre revenu des parents et revenu des enfants. D'accord? Alors, si cette mesure est très forte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités dynamiques, c'est-à-dire que votre devenir est déterminé par le revenu de vos parents. Si, par contre, il y a beaucoup de mobilité sociale, ça veut dire que la corrélation est faible entre votre revenu et celui de vos parents. Donc, c'est une mesure inverse de mobilité sociale. Cette corrélation est une mesure inverse de mobilité sociale. Plus elle est élevée, moins vous avez de mobilité sociale. Mais c'est une mesure dynamique. D'accord? Tout le monde suit? Donc, on a ces trois mesures. On a le Gini, on a le top 1%, et on a cette corrélation revenu des parents, revenu des enfants, qui est une mesure inverse de mobilité sociale. C'est une mesure inverse de mobilité sociale. D'accord? Plus c'est grand, moins il y a de mobilité sociale dans le pays. Alors, voilà. Alors, nous, voilà. Donc, ça, d'abord, c'est la chaussure. Donc, d'abord, si quelqu'un vient vous dire inégalité, vous commencez par leur dire, halte là, de quelle inégalité parlez-vous? Parlez-vous du Gini? Parlez-vous du top 1%? Ou parlez-vous de l'absence de mobilité sociale? D'accord? Bon, il se trouve qu'il y a des relations entre ces mesures. Donc, je vais retourner là-bas. Et je vais... est-ce que vous voyez quand je vais là-bas? Vous voyez le tableau quand même? Bon, c'est formidable. Ça me sauve, là. Alors, je vais maintenant effacer ça. Et je vais vous dire qu'il y a des relations entre ces mesures. Voilà. Alors, les relations qu'il y a entre ces mesures, c'est la chose suivante. Les relations qu'il y a entre cette mesure, c'est la chose suivante. C'est que, eh bien, d'abord, on peut regarder au niveau des pays. Les pays de l'OCDE. Alors, l'OCDE a fait cet exercice, un monsieur qui s'appelait Korak, et il a regardé les corrélations. Il a dit, ici, je vais mettre des mesures je vais mettre le Gini, et puis je vais mettre la mesure, je vais mettre inégalité dynamique. D'accord? Et il s'est rendu compte, et il avait regardé les corrélations. Alors, je peux mettre des pays. Un pays, il est déterminé par son Gini, et puis il est déterminé par son inégalité dynamique. Alors c'était fait fin des années 90, d'accord? Donc il met différents pays. Et il s'est rendu compte des pays de l'OCDE, d'accord? Ces pays de l'OCDE. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Que si on trace une droite, la droite elle est croissante. C'est-à-dire qu'en moyenne, plus un pays a un Gini, plus il a de l'inégalité dynamique, plus il a un Gini élevé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une relation entre l'inégalité dynamique et l'inégalité globale. Et on appelle cette relation-là la courbe de Gatsby le Magnifique. Pourquoi? En hommage au personnage de Fitzgerald, milliardaire symbolisant le rêve américain d'ascension sociale et également la désillusion face à ce rêve. Voilà, donc on l'appelle ça la courbe de Gatsby le Magnifique. Voilà, donc je fais le... Alors c'est très intéressant parce qu'on peut dire oui, mais là c'est quelques points, c'est pas très... Voilà, bon, on voit que globalement... Alors c'est très intéressant, d'ailleurs si on regarde, vous verrez quand vous aurez les vrais transparents, vous verrez que les pays qui sont là, c'est les Scandinaves. C'est-à-dire la Suède, la Norvège, la Finlande, eux ils sont tout en bas. Ils ont mobilité sociale et un Gini très faible. Et évidemment en haut, qui vous trouvez? Eh bien les États-Unis et le Royaume-Uni.
voyez, c'est vraiment et la France, c'est pas terrible. Hein. La France, elle est assez proche de US-UK. C'est assez intéressant d'ailleurs que la France soit si proche de US-UK, beaucoup plus proche d'eux que de la Scandinavie, malgré les forts taux d'imposition. C'est intéressant. On reviendra sur ce thème tout à l'heure. D'accord? Donc ça, déjà, alors on peut dire que c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité, mais c'est une corrélation entre quelques pays. Alors on peut dire qu'il y a très peu de points. Qu'est-ce que ça vaut une corrélation avec très peu de points? Alors là, il y a eu ensuite un exercice qui a été fait par les économistes Chetty. Donc là, il y a Saez qui rentre en Chetty, Hendren, Klein et Saez, Emmanuel Saez. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, eux, au lieu de regarder des pays, ils ont regardé des zones d'emploi américaines. Donc, c'est tout petit, des zones d'emploi. Il y en a plein. Donc, vous changez de quartier, vous passez d'un quartier à l'autre, d'un arrondissement à un autre, vous changez de zone d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils ont beaucoup plus de points. Et ils ont regardé, et ils ont vu... Et donc, ils ont regardé les parents entre 1996 et 2000, quand les enfants ont... donc, ils ont regardé les parents, donc, que je regarde bien, quand les enfants ont 15 ans, et ensuite, 15 ans plus tard, quand les enfants ont 30 ans. Donc, ils regardent les revenus des parents quand les parents ont en général 10 ans, etc. Et puis après, ils regardent les revenus des enfants 15 ans après, quand les enfants ont entre 25 et 30 ans. D'accord? Et ils regardent la corrélation entre les deux. Eh bien, ils montrent à nouveau la même courbe de Gatsby le Magnifique. Mais là, avec beaucoup de points, quoi. Il y a une foultitude de zones d'emploi dans toutes les États-Unis. C'est énorme. Et ils retrouvent la courbe de Gatsby. Alors maintenant, on pourrait se demander, oui, mais alors est-ce qu'il y a une relation? Donc, on voit très bien la relation entre le Gini et l'inégalité dynamique. Qu'en est-il de la relation entre le top 1% et la mobilité sociale? Et là, ils voient qu'il n'y a aucune relation. Et en fait, c'est très intéressant parce que, par exemple, en Californie, il y a plus de mobilité sociale que dans les États ex-Mississippi, Alabama, etc. Mais la part du top 1% est plus importante en Californie ou au Connecticut qu'elle l'est en Alabama, Mississippi. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit vraiment qu'on ne voit pas la même genre de relation. C'est-à-dire, et pourquoi en fait? Parce que typiquement, et c'est là que ça nous a mis sur la voie de l'innovation, c'est-à-dire que typiquement, les États américains où la part du top 1% est plus élevée, c'est en grande partie l'innovation. Mais l'innovation crée de la mobilité sociale, comme j'expliquerai tout à l'heure. D'accord? Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit une relation très claire entre l'inégalité globale et la mobilité sociale, enfin, et l'absence de mobilité sociale, mais on ne voit pas de relation équivalente avec le top 1%. Donc moi, si vous voulez, ma différence avec Piketty ou d'autres, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est que je ne suis pas obsédé par le top 1% en soi. Alors il y aura une bonne raison de l'être, tout à l'heure j'y reviendrai, c'est quand je parle du lobbying, voyez. Mais a priori, je n'en ai pas parce que moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de la mobilité sociale, l'ascenseur social fonctionne, et qu'il y ait de la mobilité sociale. En Suède, il y a des gens très riches, Wallenberg, Monsieur Skype, etc. Ça n'empêche pas la mobilité sociale et ça ne nuit pas au fait que quand même sur le plan de l'égalité globale, eh bien, les Suédois sont quand même parmi les pays les plus égalitaires. Vous voyez, donc je crois que c'est important parce que je crois que dans tous les débats, moi je veux bien que France Stratégie publie 0,1%, mais pourquoi je dois être obsédé par cette mesure-là seulement? Pourquoi ils ne m'ont pas montré le Gini? Pourquoi ils ne m'ont pas montré la mobilité sociale? Voilà. Question, pourquoi essayer de braquer a priori? Donc c'est déjà un biais presque idéologique de se braquer sur le top 1%, le top 0,1%. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais dire. C'est simplement, quand on vous parle d'inégalité, tout de suite, vous dites « halte là ». De quelle inégalité parlez-vous? D'accord? Et toutes sont valables, mais voilà. Donc déjà, j'ai déjà fait ça. Et donc c'est intéressant parce qu'en gros, quand Chetty et al., quand ils font inégalité dynamique Gini, ils retrouvent la même courbe de Gatsby, mais quand ils font une courbe inégalité, ils mettent ici inégalité dynamique et part du top 1%, et part du top 1%, ils trouvent quelque chose de très légèrement positif, mais pas significatif. C'est pratiquement comme ça, quoi. Et c'est pas significatif, en fait. C'est quasiment horizontal, quoi, ce qu'ils trouvent. Il n'y a aucune relation systématique entre les deux. Il n'y a pas l'équivalent de la courbe de Gatsby le Magnifique. Voilà. Donc c'est quelque chose que, simplement, je veux que vous ayez en tête, d'accord?
Donc ça, c'est la première partie. Vous allez voir comme elles étaient belles, mes transparents. Ah là 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 là. Quelle frustration. Alors, OK, donc ça, c'est bon. On a survécu le 1. D'accord? Alors maintenant, je vais passer au 2. Est-ce que vous êtes encore en vie? Plus ou moins. Voilà, bon, super. Pardon? Ah, ben je l'ai perdu, mais j'en ai d'autres, j'en ai de rechange. Parce qu'il est tombé par terre. Devant, ah oui, oh là là, c'est terrible. Mais comment je me suis retrouvé devant? Ah oui, parce que je me suis assis sur le bureau. C'est ça, eh oui. Oui, alors il n'est plus très valable, hein, ce masque. Je pense que... oui, je le mets dans ma poche, absolument. Tu vois, on me dit ce que je dois faire, c'est très important, je n'arrive pas à me gérer moi-même. Bon, alors, l'innovation, je passe au 2 maintenant. L'innovation comme source d'inégalité au top 1%. Alors, pourquoi je devrais penser... Donc d'abord, il y a une première motivation, c'est ça. La première motivation, c'est que c'est très intéressant. Ici, je reproduis la courbe en gris foncé. Je reproduis un peu la courbe de Piketty. Je regarde aux États-Unis, mais on l'a fait pour d'autres pays, évidemment, l'évolution de la part du top 1%. Donc, vous voyez, normalement, ça remonte plus à gauche, et ça baisse là, et qu'à partir de 80, ça se met à augmenter. Mais j'ai mis quelque chose par-dessus, qui est la courbe en gris clair, qui est les brevets, l'intensité de brevets, qui est une mesure d'innovation. Et on voit qu'également, les brevets, ça augmente beaucoup depuis le début des années 80. Et en fait, on peut regarder également que les États américains où la part du top 1% a le plus augmenté sont les États américains où les brevets ont le plus augmenté. Donc on voit qu'il y a quand même une corrélation, alors ce n'est pas une causalité, entre innovation et donc part du top 1%. Alors voilà, donc je vais regarder. Donc là, on a commencé, donc là, ça m'a amené à travailler avec des différents co-auteurs, notamment Richard Blandel, qui est probablement le meilleur économètre européen ou mondial. Vous verrez qu'il aura le Nobel bientôt, certainement. Il est dans la très short list très très bientôt. Et donc, voilà. Et on a regardé cette relation entre innovation et inégalité au top. Alors, pourquoi d'abord on peut penser qu'il y a une relation? Il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que, en fait, l'innovation vous donne des rentes d'innovation. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que la chose suivante, c'est que l'innovation, d'abord, ça fait que l'innovation, on sait la théorie schumpeterienne, vous le dites, la théorie que j'ai développée, c'est que de dire, voilà, on innove parce qu'on poursuit des rentes d'innovation. Si je fais un produit qui est moins cher que les autres ou un nouveau produit, eh bien, j'ai pendant au moins un certain temps des rentes de l'innovation. Donc, l'innovation vous donne des rentes. Monsieur Skype est devenu riche parce qu'il a inventé Skype, il n'existait pas il y a 20 ans. Voilà, beaucoup de fortunes se sont bâties parce qu'il y a eu des innovations. Donc, l'innovation donne des rentes. Et ce sont ces rentes qui motivent les dépenses en R&D et dans tout ce qui peut faire l'innovation. D'accord? Les rentes de l'innovation. Donc l'innovation, comme elle vous donne des rentes, eh bien, elles augmentent la probabilité que vous allez faire partie du top 1% ou peut-être du top 0,1% si vous avez une super innovation, etc. Donc l'innovation, elle est facteur d'inégalité au top. D'accord? Parce qu'elle vous donne des rentes de l'innovation. Mais par ailleurs, l'innovation, elle a une autre propriété, c'est que l'innovation, donc ça augmente le top 1%. Là, la prédiction, c'est que ça augmente la part du top 1%. Ça, c'est la première prédiction, d'accord? À cause des rentes de l'innovation. Mais il y a un autre effet de l'innovation, c'est l'innovation, ça vous donne de la destruction créatrice. C'est-à-dire que, la destruction créatrice, ça veut dire que les nouveaux innovateurs remplacent les anciennes technologies. Et donc, ça fait que Skype arrive, qui n'existait pas avant. Ça, c'est facteur de mobilité sociale. Parce que vous allez, ça va vous permettre, peut-être que, vous voyez, ça vous permet de vous hisser, c'est l'ascenseur social qui fonctionne comme ça. Donc, l'innovation, elle a deux effets un peu contradictoires. D'un côté, elle vous augmente la part du top 1%, mais de l'autre côté, elle augmente la mobilité sociale parce que les nouveaux innovateurs, eh bien, c'est des gens peut-être qui n'avaient pas d'argent au début, qui deviennent très riches parce qu'ils ont trouvé quelque chose, et ils remplacent d'autres gens qui peut-être, eux, vont descendre parce qu'ils n'ont plus, leurs innovations ont été remplacées. Donc on voit bien qu'a priori, la théorie, elle a des choses à dire sur la relation entre innovation et les différentes mesures d'inégalité qu'on a regardées. Alors, en fait, ce qu'on a fait avec ces co-auteurs, c'est qu'on a regardé des États américains
sur une certaine période, sur la période 75-2014, et on a dit, voilà, je vais régresser eh bien, une mesure de la part du top 1% dans un état I à l'année T sur l'intensité d'innovation dans cet état 2 ans avant, pour qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu causal de l'innovation vers la part du top 1%. D'accord ? Et donc, on a regardé ça. Et alors, les données sur les top 1%, elles sont résumées là, mais c'est des données très évidemment qui ont utilisé les travaux de Piketty, Saez, Atkinson, etc. Les données sur les brevets, il y a le US Patent Office qui a des statistiques complètes pour tous les brevets qui ont été accordés entre les années 1975 et 2014. On connaît l'endroit de résidence, l'état de résidence de l'inventeur, etc. Et on regarde le nombre de brevets, le nombre de citations, parce qu'il y a des brevets qui sont plus meilleurs que d'autres. Et une des mesures de la qualité des brevets, c'est les bons brevets sont davantage cités que les mauvais brevets. D'accord ? Et donc ça, on regarde tout ça. Et à ce moment-là, donc là, j'ai dit pourquoi on peut penser que l'innovation augmente le top income. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La croissance, eh bien, donc l'innovation, elle est motivée par des rentes. Eh bien, M. Skype est maintenant un des hommes les plus riches en Suède. Il n'existait pas il y a 20 ans. Et alors, je regarde et on voit dans ce tableau que, en fait, alors là, c'est une régression, simplement des corrélations pour le moment. Et la corrélation montre qu'en fait, il y a une corrélation positive très significative avec eh bien, les indices de citation de brevets et l'innovation. Voilà, c'est toujours très corrélé. Et donc, on voit une corrélation positive. Alors, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. D'accord ? Et voilà. Et alors, on peut regarder aussi quelque chose de très intéressant, c'est que c'est les innovations qu'on a fait jusqu'à il y a 4 ans, celles qu'on a fait 5 ans et plus, il n'y a pas d'effet sur le top income. Donc, ça veut dire que quelque part, l'innovation vous donne des rentes temporairement. Ce n'est pas des rentes pour toujours, parce qu'un jour, vous allez être remplacé par quelqu'un d'autre. Et donc, on voit bien apparaître le côté schumpeterien en voyant que, si vous voulez, c'est l'innovation d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais celle d'il y a 6 ans, 7 ans, elle n'a pas grand effet. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, l'autre chose très intéressante, c'est que si vous regardez maintenant la relation entre l'innovation et des mesures plus globales comme le Gini, vous voyez que le Gini n'est pas corrélé à l'innovation. Donc l'innovation a l'air d'être positivement corrélée avec la part du top 1%, mais pas avec le Gini, pas avec des mesures globales. D'accord ? Alors ça, c'est fait sur la base de corrélation. Alors maintenant, vous savez qu'en économétrie, on peut vous dire, mais vous savez, cher monsieur, c'est des corrélations, ça ne vaut pas grand-chose. Nous, on veut des causalités. Alors vous savez que ce que vous faites à ce moment-là, quand vous voulez avoir des causalités, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous dites, je vais instrumenter l'innovation par quelque chose. Je vais dire, voilà, il y a une cause qui va faire varier l'innovation et qui n'aura d'effet sur le revenu que parce que ça a un effet sur l'innovation. Et alors là, ce qu'on a trouvé, eh bien, c'est dommage, j'avais des beaux diagrammes à vous montrer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des comités d'appropriation aux États-Unis. Alors, je vais vous en parler à nouveau. Les comités d'appropriation, ce qu'on appelle en anglais Appropriation Committee. Alors, Appropriation Committee. Qu'est-ce que c'est que ces Appropriation Committee ? En fait, voilà ce qui se passe. Le Sénat et la Chambre des représentants, ils ont des comités qui allouent des fonds fédéraux à différents États des États-Unis. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand quelqu'un, par exemple, de l'Alabama va devenir à la tête de ce Appropriation Committee, eh bien, il va vouloir évidemment que les fonds aillent aussi à l'Alabama, parce que lui, il va être réélu, il va pouvoir dire au moment des élections, vous savez, quand j'ai été dans le Appropriation Committee, j'ai obtenu des fonds pour vous. Mais ces fonds vont essentiellement à la recherche, beaucoup. Ils vont les autoroutes et la recherche, en gros, c'est ça, quoi. C'est les autoroutes et la recherche. Donc, c'est très intéressant, parce que ça, c'est un très bon instrument. C'est un peu de la corruption. Mais la corruption, c'est très utile pour l'économétrie. Vous voyez, je ne suis pas du tout en faveur de la corruption, mais c'est utile pour l'économétrie. Donc, ça veut dire que monsieur, par exemple, Connell, comment il s'appelle, là, le type du Sénat, là, qui nous casse les pieds avec la Cour suprême, là? O'Connell? Hein? Connell, non? Voilà. Eh bien, ce monsieur, il est du Kentucky. Dès qu'il est rentré dans l'Appropriation Committee, eh bien, du Sénat, les fonds qui ont été au Kentucky se sont mis à faire comme ça. Voilà.
Et donc voilà, c'est comme monsieur, donc c'est dommage, ce beau diagramme où je montre l'arrivée de monsieur, je montre le Kentucky, je forme, voilà l'arrivée au temps T0 de monsieur Connell à la tête à l'Appropriation Committee du Sénat, et je vois là les fonds de recherche, les fonds au Kentucky, d'accord? Et ben vous voyez, ça a augmenté, ça a sauté comme ça, quoi. Vous voyez, tout d'un coup, dès qu'il est arrivé, bang, les fonds ont augmenté énormément. Et alors, j'ai construit un Kentucky factice, c'est-à-dire quelque chose qui est une combinaison des autres États américains, qui est comme le Canada Dry, c'est de l'alcool, c'est semblable à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Vous voyez, donc c'est identique au Kentucky de tous les points de vue, sauf que c'est pas le Kentucky et qu'il n'y a pas M. Connell, d'accord? Et donc, là, ce qui se passe, c'est que, eh bien, dans le Kentucky factice, les fonds pour la recherche restent les mêmes, mais dans le vrai Kentucky, parce que M. Connell arrive, boum, les fonds augmentent, d'accord? Et donc ça, c'est un instrument merveilleux parce que c'est une source exogène d'augmentation de l'innovation. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que dans le Kentucky, eh bien, les brevets universitaires, dans l'année suivante, ont énormément augmenté, et les brevets dans le industriel, 2 ans après, ont fortement augmenté. Et c'est vraiment l'effet Connell. Il y a eu des choses semblables dans le Massachusetts aussi, ou dans d'autres États américains, d'accord? Et donc ça, c'est un très très bon instrument. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, maintenant, quand je vous montre cette régression-là, eh bien, elle est maintenant, c'est une régression en variable instrumentale, c'est-à-dire qu'elle est causale. Elle prend en compte, vous voyez, elle est faite avec la méthode des instruments, où j'utilise cet instrument des Appropriation Committee pour instrumenter la variable innovation. Et donc, j'ai une source exogène d'augmentation de l'innovation et je regarde son effet sur la demande. Et là, ce qu'on voit, c'est que la corrélation, non seulement, elle est plus grande qu'avant, en fait, vous voyez, elle est plus forte qu'avant. L'effet causal est là et très très fort. Vous voyez, donc on voit un effet très fort de l'innovation sur la part du top 1%. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Donc on voit vraiment cette première prédiction du modèle. Donc ça veut dire que quand on regarde la part du top 1%, eh bien on ne peut pas ignorer l'innovation. Ce n'est pas uniquement des rentiers, ce n'est pas uniquement des héritiers, c'est aussi des innovateurs. Donc on doit prendre en compte le fait qu'une partie du top 1% est générée par de l'innovation. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et alors maintenant, pourquoi ça c'est en instrumental, à nouveau le Gini, on ne voit pas d'effet, pourquoi l'innovation n'a pas d'effet sur l'inégalité globale? Parce que, en fait, l'innovation va affecter positivement la mobilité sociale. Vous voyez, l'innovation, elle a 2 effets contradictoires sur l'inégalité. D'un côté, elle augmente la part du top 1%, mais de l'autre côté, l'innovation génère de la mobilité sociale. Et c'est pour ça qu'au total, elle n'affecte pas l'inégalité globale. Donc c'est une source de top 1%, mais c'est une source plutôt sympathique, dans le sens que c'est du top 1% temporaire, dans le sens que ça pousse la croissance, et dans le sens que ça génère de la mobilité sociale, je vais vous le montrer dans un moment, et que du coup, comme ça fait à la fois du top 1% de la mobilité sociale, eh bien l'innovation n'augmente pas l'inégalité globale. Donc c'est une source de top 1%, oui, mais pas horrible, vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'on verra qu'il y a une autre source, qui est le lobbying, qui est aussi une source de top 1%, qui, elle, est une mauvaise source, parce qu'elle vous réduit la mobilité sociale, elle vous réduit la croissance, et elle augmente l'inégalité globale, vous voyez? Donc c'est très important. Donc je disais, moi, si vous avez quelqu'un qui vient vous demander le top 1%, déjà vous demander quelle mesure d'inégalité vous intéresse. 2, s'il se focalise sur le top 1% quand même, vous dites, oui, mais quelle est la source de top 1% que vous considérez? L'innovation n'est pas la même chose que le lobbying, et elles ont des propriétés très différentes. D'accord? Alors, vous voyez, là, j'ai la représentation graphique. Là, je représente la part du top 1%. Alors, je regarde différents États américains dans différentes années pendant la période 75-2014. Donc, le même État américain peut avoir beaucoup d'intensité d'innovation là, ou peu d'intensité d'innovation. Là, tout ça, c'est en variable instrumentale. Et vous voyez que quand je représente le lien entre l'intensité d'innovation d'un État à une année donnée et le top 1%, vous voyez que c'est très croissant. Par contre, si vous représentez le Gini, eh bien, vous voyez que l'électrocardiogramme est plat. Vous voyez, il ne se passe rien. Et là, c'est causal, vous voyez? Donc là, on voit vraiment que l'innovation, certes, ça augmente le top 1%, mais ça n'augmente pas l'inégalité globale. Alors pourquoi? Je vous ai dit parce que ça, en fait, ça augmente la mobilité sociale. Alors, je vais vous parler maintenant de la mobilité sociale, d'accord? Donc, j'arrive maintenant à l'innovation
comme source de mobilité sociale. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Alors, innovation comme source de mobilité sociale. Je vais mettre là. Alors, il y a deux raisons qui font que c'est une source de mobilité sociale. La première raison, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que les nouveaux innovateurs remplacent des personnes qui étaient innovantes avant. Donc, eux vont monter, les autres vont descendre. Et alors, la mobilité sociale qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les mêmes données que mes amis américains, par zone d'emploi américaine, et on a régressé, différentes mesures de mobilité sociale. Donc, le P1,5, c'est la probabilité que vous allez aller dans le quintile le plus élevé si vos parents étaient dans le quintile le plus bas. Le P2,5, c'est la probabilité que vous allez aller dans le quintile le plus élevé si vos parents étaient dans le quintile au-dessus du quintile le plus bas, etc., etc. Et vous voyez que partout, c'est positif et significatif, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que là où il y a le plus d'innovation, dans les zones d'emploi où il y a le plus d'innovation, on voit qu'il y a le plus de mobilité sociale. Vous voyez qu'il y a que la corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants est moindre. Vous voyez, donc ça, donc la mesure de mobilité sociale, c'est l'inverse de l'inégalité dynamique que j'avais regardé avant. Donc plus de mobilité sociale, ça veut dire moins de corrélation. D'accord ? Donc là, on voit déjà que c'est comme ça. Et en fait, on peut montrer que en fait, eh bien, c'est surtout l'innovation par les entrants. C'est ça qui est intéressant. C'est l'innovation par les entrants qui est corrélée. C'est l'innovation par les entrants. Alors, qu'est-ce qu'on appelle innovation par les entrants ? L'innovation par les entrants. L'innovation par les entrants, c'est en fait l'innovation par des gens qui n'ont jamais innové plus de 5 ans avant l'innovation. Vous voyez, c'est-à-dire l'innovation par les entrants, c'est des gens dont c'est la première innovation essentiellement. Et ce qu'on montre, c'est que c'est l'innovation par des nouveaux qui est corrélée avec la mobilité sociale. Des innovations par des gens qui ont innové avant, elle est moins corrélée avec la mobilité sociale. Donc c'est vraiment ça. Et on voit vraiment que c'est relié à la destruction créatrice. C'est vraiment l'innovation par des nouveaux qui n'ont jamais breveté avant. C'est cette innovation-là qui est corrélée avec la mobilité sociale. Voilà. Donc, je me suis rendu compte d'un truc, mais ça, je ne pourrais pas le faire maintenant. J'avais mon ordinateur, j'aurais pu mettre les anciennes slides. Voilà, alors je passerai au lobbying après. Et donc, voilà. Alors maintenant, il y a une autre raison. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles l'innovation est une source de mobilité sociale. L'une, c'est la destruction créatrice. Et l'autre raison, c'est en fait les entreprises innovantes. Alors là, c'est une raison très intéressante. Les entreprises innovantes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est une autre, et c'est la notion de bons emplois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi ? Un bon emploi, c'est un emploi où vous avez de la promotion, où votre salaire va augmenter et vous allez recevoir de la formation. Ça, c'est des bons emplois. D'accord ? Eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, voilà ce qui se passe. Je vais vous dessiner maintenant, ce qui se passe dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment une notion très importante, la notion de bons emplois. Alors, je vais vous le montrer. Eh bien, voilà ce que je peux montrer. C'est la chose suivante. Je vais regarder, voilà la figure que je dessine. Je dessine une figure qui représente l'âge de l'employé, enfin, depuis combien de temps l'employé est dans l'entreprise, et je regarde le salaire moyen de travailleurs peu qualifiés dans l'entreprise, des travailleurs peu qualifiés, c'est-à-dire avec un niveau d'éducation qui n'est pas
voilà, qui est niveau secondaire, d'accord? Et ça, c'est sur des données britanniques, mais on peut refaire ça sur des données françaises. Et on voit que je représente les entreprises non innovantes, donc on voit que c'est comme ça. Et les entreprises innovantes, c'est comme ça. Et donc ça, c'est les entreprises peu innovantes. Et là, c'est les entreprises innovantes. Et alors, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises innovantes, elles donnent beaucoup plus elles augmentent beaucoup plus le salaire de leurs employés pendant leur carrière. Vous voyez, elles offrent beaucoup plus de perspectives de carrière. Alors, comment on explique ça? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des bons emplois. Qu'est-ce que c'est qu'un bon emploi? Un bon emploi, donc, c'est un emploi qui, je vous dis, donne de la promotion, donne de la formation, donne des augmentations de salaire, donne des perspectives de carrière. Donc, on fait ce qu'on appelle des enquêtes. Et on pose la question sur différents types d'emplois peu qualifiés. Alors, on peut faire ça aussi pour les emplois qualifiés. On dit, voilà, est-ce que vous avez des perspectives de carrière? Est-ce que vous allez recevoir de la formation? Est-ce que? Et sur la base des différentes questions, on construit, avec ce qu'on appelle une analyse en composantes principales, on construit un index de bon emploi. D'accord? Et donc, j'appelle cet indice lambda, vous voyez, un peu une lettre grecque. Mon indice lambda, quand le lambda est très élevé, eh bien, ça veut dire que en moyenne, sur ce type de job, les gens considèrent que c'est un emploi qui promeut. Ou sinon, ils disent que ce n'est pas un emploi qui promeut. Eh bien, la chose très intéressante, c'est qu'effectivement, eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, un lambda élevé, c'est associé à plus de formation. Un lambda élevé, c'est associé à plus de perspectives d'augmentation de salaire. Un lambda élevé, c'est associé à être gardé plus longtemps par l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises innovantes ont une fraction beaucoup plus élevée de personnes avec des lambdas élevés. Il y a une relation très très nette entre entreprises innovantes et les lambdas. Il y a une distribution des lambdas. Chaque entreprise a des gens avec des métiers avec des lambdas petits, des lambdas grands. Plus vous êtes innovant, plus cette distribution des lambdas, elle est déplacée vers la droite. C'est-à-dire que plus vous êtes innovant, plus vous avez une probabilité élevée d'offrir des bons emplois. Donc c'est très important parce que maintenant, si on veut repenser à la mobilité sociale, en France, on a un gros problème. On manque de mobilité sociale en France. Mais il ne faut surtout rien faire qui puisse porter atteinte à l'innovation, parce que l'innovation, elle vous donne la destruction créatrice qui est une source de mobilité sociale, mais en plus, dans l'entreprise, c'est les entreprises innovantes qui sont celles qui donnent des bons emplois. Et les bons emplois, c'est une des sources principales de mobilité sociale. Relancer l'ascenseur social, c'est en grande partie relancer l'éducation, la formation et l'incitation à créer des bons emplois. Et donc c'est très intéressant parce que l'innovation est vraiment un vecteur de mobilité sociale par-delà la destruction créatrice, parce que les entreprises innovantes créent ce qu'on appelle ces bons emplois. Et donc, il faut tout faire pour multiplier des bons emplois, pour inciter à la création de bons emplois. Alors, vous pouvez le faire en partie en disant « je pénalise des entreprises qui licencient tout de suite ou qui ont recours au CDD de manière démesurée ». On peut le faire de manière punitive, mais il y a aussi la manière incitative de dire « j'incite à l'innovation, je subventionne l'apprentissage et je favorise l'entrée de nouvelles firmes innovantes » parce que ce sont ces entreprises-là qui ont le plus de probabilité d'introduire des bons emplois. Voyez, donc c'est intéressant. Donc, voyez, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, j'ai dit, bon voilà, d'abord, mesurer l'inégalité, il y a plusieurs manières, d'accord? Et le top 1% n'est pas clairement relié à la mobilité sociale et à l'inégalité globale. Deuxième chose, l'innovation est une source de top 1%, mais c'est une source qui génère de la mobilité sociale parce qu'il y a la destruction créatrice qui est associée à l'innovation et parce que les entreprises innovantes sont créatrices de bons emplois. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et parce que l'innovation a cet effet à la fois d'augmenter la part du top 1%, mais en même temps de stimuler la mobilité sociale, au total, l'innovation n'a pas un effet qui est foncièrement négatif et ne détériore pas les inégalités globales. Donc l'innovation est quelque chose de plutôt de vertueux. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une source de top 1%, mais c'est une bonne source de top 1%, parce qu'elle crée de la mobilité sociale, elle crée de la croissance, et elle ne réduit pas et elle n'augmente pas les inégalités globales. Donc c'est une source à préserver. Je ne peux pas la traiter de la même manière qu'une autre source de top 1% qui, elle, serait moins bien. D'accord ?
Donc là, je retombe sur mes pieds. Vous aurez tous les transparents associés à cette première partie dès que je rentre à la maison. Et voilà. Et vous verrez comment j'ai fait de la voltige, là, faire ça tout au tableau, parce que je n'avais pas les bons transparents. Voilà. Alors voilà, on en est à ce point-là, d'accord? Donc là, j'ai fait les trois premières parties. Comment mesurer les inégalités? L'innovation comme source d'inégalité au top, l'innovation comme source de mobilité sociale. Et je voudrais maintenant vous parler de deux autres aspects, l'outil fiscal et le lobbying. Alors, je vais faire ça. Et là, maintenant, je retombe sur mes pieds. Alors, voilà. Et bien voilà, maintenant, je retombe sur des transparents que je peux utiliser. Je vais écrire moi au tableau maintenant. Donc, je passe maintenant aux limites de l'outil fiscal. D'accord? Alors, voilà. Donc, d'abord, je voudrais vous montrer la chose suivante. Puisqu'on s'intéresse beaucoup à la mobilité sociale, eh bien, on peut se demander, peut-être une des premières manières, peut-être que l'outil fiscal, c'est le seul outil, quoi. Voilà. Et donc, on peut, eh bien, faisons des hausses d'impôts, comme en 2012-2013, ou de différents changements, et voyons ce que ça donne sur la mobilité. Alors là, on ne regarde pas la mobilité, on ne regarde pas parents-enfants, donc c'est un travail qui a été fait jointement avec Maxime, qui est ici, avec Stéphanie Stancheva, et donc là, si vous voulez, on regarde la mobilité des revenus. Alors, la mobilité des revenus, c'est de dire, voilà, Maxime, voilà son revenu en 2006, quel va être son revenu en 2011. D'accord? Donc, au lieu de regarder les parents et les enfants, je regarde la mobilité de mes revenus à moi. C'est aussi une mesure de mobilité, vous voyez, des revenus. D'accord? Parce qu'on n'a pas une période assez longue pour regarder parents-enfants. Donc, on regarde la mobilité des revenus. Donc, on considère à nouveau, on classe les individus en 100 groupes des percentiles, hein, et donc on sait qu'on est dans un rang. Est-ce que je suis parmi le 1% qui gagne le moins, parmi le 10% qui gagne le moins, etc. Et à chaque année. Et alors je regarde ça une première fois l'année d'origine qui est 2006, et après je regarde l'année de destination, par exemple 2017. Et je calcule pour chaque position dans l'année d'origine, la position moyenne dans la période de destination. D'accord? OK? Et alors, l'interprétation, c'est que plus j'observe une relation forte entre le revenu d'hier et d'aujourd'hui, plus la position des revenus des individus dans l'échelle des revenus est persistante. Donc, graphiquement, plus la courbe que j'aurai est verticale, plus vous avez une forte corrélation et donc une faible mobilité des revenus. D'accord? Et voilà ce qui se passe. Donc voilà, donc là vous représentez de 2006 à 2017 et vous voyez, donc vous dites voilà mon percentile, par exemple, mon percentile en 2006 et voilà mon percentile moyen en 2017. Donc là j'ai regardé la mobilité. Alors si j'avais eu une courbe qui était horizontale, ça veut dire que j'ai beaucoup de mobilité de revenus quelque part. Mais si j'ai une courbe très verticale, ça veut dire que j'ai très peu de mobilité de revenus. D'accord? Voilà. Et donc là, on arrive à voir, et on voit que la pente, vous voyez, c'est assez pentu quand même, c'est 0,69, donc on voit qu'on n'a pas énormément de mobilité de revenus en France. D'accord? Alors, ce qu'ensuite on fait, c'est que maintenant, je compose, si vous voulez, la période, je compose en deux sous-périodes. Là, j'avais regardé 2006-2017, mais là, je les compose en sous-périodes. Et je dirais, la courbe rouge, c'est quand je prends la première période 2012 jusqu'à 2017, et la courbe en gris, c'est quand la première période ici, c'est 2006, et la deuxième, c'est 2011. Donc, je compare la mobilité avant 2012 et après 2012. Alors, pourquoi ça nous intéresse de faire ça? Parce que la période 2011-2013 est riche en réformes fiscales. Là, mes petits copains s'éclatent, quoi. C'est eux qui ont la voix. Voilà, allez, hop, on fait tout ce qu'ils adorent. On aligne la taxation du capital sur celle du travail. Allez, hop, en 2013, on modifie le barème de l'impôt sur la fortune. On introduit une tranche supplémentaire à 45% dans le barème de l'impôt sur le revenu. Et on pense que ça va être miraculeux. Et regardez, on ne voit pas la différence. Il n'y a rien, c'est la même. On n'a rien bougé à la mobilité sociale. Zéro efficacité sur la mobilité sociale. Ça n'a rien fait du tout. Alors que, par contre, les bons emplois, ça, c'est une très bonne source de mobilité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taxer, mais ça veut dire que déjà, au niveau où nous sommes, nous,
Si on était dans un pays où il n'y avait pas d'impôt, c'est très important d'augmenter la. Mais chez nous, au niveau où on y était déjà, parce que même après la réforme de 2017, 2018, nous sommes encore au sein de l'Union européenne le 3e pays le plus élevé en termes de taxation du capital, toujours maintenant. Donc on était déjà à un niveau élevé. Donc si vous voulez, c'est un levier très important, la fiscalité. Mais ce n'est pas le seul levier. Quand vous êtes déjà à un niveau élevé, ce n'est pas le levier principal de la mobilité sociale. Vous devez chercher d'autres sources. Et les autres sources, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est les bons emplois. C'est tout ce qui favorise ces leviers-là, qui sont complémentaires du levier fiscal. Il ne s'agit pas de dénigrer le levier fiscal, simplement de dire qu'il a des limites. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas guérir le malade uniquement avec le remède voyez, fiscal. Voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que vous ne pouvez pas distinguer ces deux courbes. Elles sont inindistinguables, enfin, indistinguishable, je ne sais pas comment on dit, là. On ne peut pas les distinguer. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant et ça, on l'a fait avec des données fiscales individuelles en panel. Alors, on ne connaît pas les individus, évidemment, tout est anonyme, mais on peut suivre les individus au cours du temps. Voyez, et donc, c'est ça qui permet de faire ce genre de courbe, qu'avant, on ne pouvait pas faire. Voilà, d'accord? Donc, on peut se poser ce genre de questions. Voilà, donc d'un côté, voilà ce qui se passe. Alors maintenant, il y a d'autres... on peut regarder maintenant quel est l'effet de la fiscalité sur l'innovation. Donc on sait déjà que la fiscalité en France, les réformes fiscales de 2011-2013, on ne voit pas, en tout cas, d'effet sur la mobilité sociale. D'accord ? En tout cas, alors peut-être on peut dire, mais peut-être pour les voir, il aurait fallu, au lieu de considérer la période 2006-2017, il fallait regarder une période beaucoup plus longue. On ne l'a pas. Donc peut-être sur une période beaucoup plus longue, on pourrait trouver quelque chose. Mais enfin là, ce qui est quand même frappant, c'est qu'il n'y a pas le moindre soubresaut, il ne se passe rien du tout, quoi. Il n'y a pas la moindre réaction, quoi. Donc c'est quand même, voilà, c'est surprenant. Donc maintenant, quel est l'effet de la taxation sur l'innovation? Alors, on peut d'abord regarder à dépenses constantes, c'est-à-dire de dire, faisons abstraction de l'utilisation des revenus fiscaux et regardons l'effet de la taxation sur l'innovation. Alors là, Stancheva et Aksigit, et co-auteurs, ont beaucoup regardé ces choses-là. Donc je vais écrire leur nom quand même. Alors, Stancheva, elle avait eu le prix de meilleur jeune économiste il y a 1 an, du Cercle des économistes, voilà, plus co-auteur, ok. Et ils ont fait différents papiers sur l'impact de la fiscalité sur l'innovation, d'accord. Et là, cette figure-là, eh bien, on s'intéresse ici, donc là, c'est des données de brevets sur la période 1977-2003, et ces auteurs s'intéressent d'abord à la corrélation entre le taux marginal de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu aux États-Unis, d'accord, et la fraction des inventeurs qui demeurent dans leur pays d'origine. Alors ça, c'est très intéressant. Donc en fait, et vous voyez la chose suivante, cette corrélation, elle est fortement, alors que je regarde, et la part des inventeurs qui démarrent. Et vous voyez là, le diagramme de gauche, c'est la grande qualité, et là, la moins grande qualité. Et vous voyez que là, le taux de rétention fiscale, donc c'est le 1 moins le taux de taxation, là, on voit une incidence importante. Les investisseurs, vous voyez, qui restent, sont plus importants. Vous voyez, il y a vraiment une influence de la taxation sur l'incitation de rester dans le pays ou de migrer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les innovations de moins grande qualité, il n'y a pas un énorme effet. Mais on voit que quand même, en fait, si vous voulez, la corrélation entre le taux marginal de la tranche supérieure de l'impôt et la fraction des inventeurs qui demeurent dans leur pays d'origine, eh bien, elle est significativement donc, positive pour les inventeurs de grande qualité, c'est-à-dire moins je taxe, enfin, c'est négatif avec le taux de taxation, mais positif avec le 1 moins le taux de taxation, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, plus j'ai un revenu net d'impôt qui est important, eh bien, d'avoir un revenu net d'impôt plus important, ça a une grande incidence sur la mobilité des inventeurs de grande qualité, moindre sur les inventeurs de moins grande qualité. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Alors, il y a une deuxième expérience qu'ils font, c'est qu'ils regardent plusieurs expériences naturelles. Alors, la première expérience naturelle, c'est la chute de l'URSS.
et elle a rendu les chercheurs russes mobiles internationalement. Et cette figure-là, elle montre combien, vous avez avant la chute de l'URSS, c'est ici, et après la chute de l'URSS. Et vous essayez de regarder dans quel pays vont les Russes qui migrent, les chercheurs qui migrent. Et vous voyez, ce que vous voyez qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, avant la chute de l'URSS, il ne se passe rien, évidemment, pratiquement personne n'émigre, d'accord? Mais dès qu'il y a la chute de l'URSS, et vous voyez que la corrélation est très fortement négative entre le taux marginal. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le 1 moins taux, c'est pour ça que c'était une corrélation positive, mais maintenant, c'est le taux que j'ai, c'est le taux marginal d'imposition. Avant, j'avais 1 moins le taux d'imposition. Vous voyez que j'ai une corrélation très négative entre le taux marginal d'imposition maximale dans le pays destinataire et la part des inventeurs russes qui vont vers ce pays. Donc, plus le pays taxe, moins les Russes y vont. D'accord? Voilà. Ils choisissent d'émigrer prioritairement vers les pays ayant les taux d'imposition les plus faibles. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. D'accord? Alors maintenant, on peut regarder une autre expérience naturelle, qui est une expérience naturelle aux États-Unis. Et aux États-Unis, eh bien, il y a une expérience naturelle qui est la baisse d'impôts décidée par Ronald Reagan au début de son second mandat. En 1986, Reagan abaisse le taux marginal supérieur sur le revenu des ménages de 50 à 28%. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez, c'est l'écart de taux marginal le plus élevé. Donc, voilà la baisse, vous voyez. Et donc, voilà. Et quel est l'effet de cette réforme sur l'immigration des chercheurs? Et alors là, qu'est-ce qu'on construit? On a l'Amérique qui est là, et là, on construit une Amérique factice. Vous voyez, comme j'avais fait tout à l'heure avec le Kentucky, j'avais un Kentucky factice en pointillé et le vrai Kentucky. Et vous voyez que, eh bien, en 86, eh bien, ce qui se passe, c'est que, eh bien, le nombre de chercheurs étrangers qui émigrent vers les États-Unis parmi les plus performants augmente très sensiblement, alors qu'évidemment, il ne se passe rien vers les États-Unis factices. Vous voyez, donc, à nouveau, là, c'est l'expérience naturelle des baisses d'impôts aux États-Unis. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un effet là-dessus. Alors là, il y a un travail plus récent qu'ils ont fait, donc toujours les mêmes auteurs, Aksigi, Testancheva, mais avec d'autres co-auteurs. Et ça, c'est un papier intéressant qui s'appelle Taxation and Innovation in the 20th Century. Et ce qu'ils ont là, c'est qu'ils ont des données historiques. Ils vont jusqu'à 1920 sur les brevets et ils regardent l'effet de la taxation des revenus individuels et de la taxation de ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Si vous voulez, corporate income tax, c'est l'impôt sur les sociétés. Personal income tax, c'est l'impôt sur le revenu individuel. Et ils regardent l'effet de ça sur l'invention, sur les inventeurs individuels, sur l'invention par les entreprises et sur l'invention dans les États. Et là, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, la première chose, c'est qu'est-ce que ça montre, cette figure-là? Cette figure-là, elle montre l'évolution du taux d'innovation mesuré par les brevets dans l'État du Michigan suite à l'introduction locale d'un impôt sur le revenu au taux de 2,6% en 1967. C'est-à-dire que, en fait, l'impôt sur le revenu local au Michigan, il passe de 2,6%, il augmente à 5,6%. Donc en 1967, il est là, et en 68, il est là, d'accord? Donc ça, c'est l'augmentation du taux local d'imposition sur le revenu dans le Michigan. Et alors, à nouveau, la courbe en pointillé, c'est le Michigan factice, d'accord? Et tandis que la courbe en continu, c'est le vrai Michigan. Et vous regardez le nombre de brevets, et vous voyez qu'il y a une baisse sensible du nombre de brevets dans le vrai Michigan, alors qu'évidemment, il ne se passe rien dans le Michigan factice. D'accord? OK? D'accord? Alors maintenant, ils regardent une autre chose, c'est qu'ils disent, voilà, je regarde le Michigan, mais je peux regarder toutes les augmentations d'impôts. Alors là, c'est les impôts sur les augmentations du taux d'imposition des revenus individuels. Et ils mettent tous les États. Donc l'année 0, c'est l'année où a lieu la réforme. Donc on met le Michigan, mais on met tous les États. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes réformes aux mêmes années, mais on les met tous en 0, pareil. Et on fait la moyenne, d'accord? C'est comme ça qu'on fait. On les agglomère en faisant... Leur vraie année 0 n'est pas la même d'un État à l'autre, mais on la met la même année. Oui. Et on voit, et à nouveau, eh bien, on voit, c'est que eh bien, l'effet est très significatif voyez, par rapport à avant. Vous voyez, ça c'est le avant, on appelle le pre-trend en anglais, et on voit qu'il y a une nette
eh bien, il y a il y a une rupture de tendance. On voit que eh bien, l'effet sur les brevets est sensible. Donc ça, c'est sur le taux d'imposition des revenus personnels. Et là, c'est les revenus, l'impôt sur les sociétés qui a le même effet. Donc on voit qu'il y a vraiment un effet. Parce que c'est important, très souvent, des gens ont pensé qu'il n'y avait aucune élasticité, c'est-à-dire qu'on pouvait augmenter les impôts et que ça n'avait aucun effet. Moi, mes débats avec Hollande ou avec d'autres, c'était de dire tu ne peux pas traiter la croissance et l'innovation comme une donnée. Quand tu prends une mesure fiscale, elle a une incidence sur l'innovation, sur la croissance. Maintenant, il y a d'autres effets qui sont vertueux, mais tu ne peux pas faire comme si l'effet sur la croissance, dans le R-G, G n'est pas constant, quoi. Voilà. Donc, tu dois prendre ça en compte. D'accord? Donc ça, c'est l'effet sur taxation. Alors, évidemment, que ce qui se passe et qui fait que c'est plus complexe, c'est qu'évidemment, là, j'ai pris l'effet à dépenses données. Mais on sait bien que quand même, il faut taxer. C'est là que je ne suis pas en faveur de ne pas taxer. Parce qu'on a besoin, l'État est un investisseur et un assureur. Et on sait que l'État investit dans l'éducation. On sait que l'État investit dans les politiques industrielles. On a beaucoup parlé des DARPA américaines. Ben, les DARPA, c'était de l'argent, le revenu fiscal, et que le ministère de la Défense investissait dans ces projets DARPA, ou le ministère de l'Énergie, etc. Donc, on sait que l'argent public aide à stimuler l'innovation, que ce soit la politique d'éducation, que ce soit la politique de santé, puisque la santé, c'est du capital humain au même titre que l'éducation, et que ce soit la politique industrielle, ou que ce soit les infrastructures. Donc, on a besoin de l'État qui investit. On a aussi besoin de l'État qui assure le Small Business Act ou les stabilisateurs automatiques. On a besoin de l'État qui non seulement investit, mais assure les entreprises et les ménages contre les chocs et leur permettre de continuer d'innover. Donc on sait qu'il faut le rôle de l'État. Donc il y a un rôle ce que j'ai montré jusqu'à maintenant faisait abstraction évidemment du côté vertueux de l'impôt. Là, on a besoin de lever l'impôt pour financer toutes ces dépenses. Mais ce qu'on montre là, donc ça c'est une étude qui est faite à partir de données américaines, et on regarde l'effet du taux d'imposition entre différents États américains sur le taux de croissance, et on voit que, si vous voulez, on a une courbe en U inversée. Alors en général, ça, on appelle ça une courbe de Laffer, c'est-à-dire qu'on a besoin d'impôts, mais trop d'impôts tue l'impôt, quoi. Voilà, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez une courbe en U inversée, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Alors donc en fait, ce qu'on fait, c'est que pour mesurer la pression fiscale, taux d'imposition, donc ça c'est un travail que j'ai fait avec Madame Piketty, donc voilà, Axigit, KG, KER, donc voilà. On utilise, si vous voulez, taux d'imposition, c'est le taux marginal supérieur de l'impôt sur les sociétés. Pour mesurer la corruption, on recourt à l'indice de corruption fourni par le Guide international des risques pays, et on voit, on voit qu'on a une courbe en U inversée, d'accord? Et en fait, c'est très intéressant. Donc, jusqu'à un certain seuil de prélèvement fiscal, une hausse de la fiscalité augmente le taux de croissance, mais à partir d'un certain seuil, trop d'impôt tue l'impôt. Et en fait, ça résulte de deux effets antagonistes de la taxation. D'une part, les recettes fiscales permettent à l'État de financer certains investissements qui rendent les entreprises et les salariés plus productifs et favorisent la croissance. Mais d'un autre côté, à dépenses publiques constantes, comme on l'a vu avant, les impôts ont un effet désincitatif sur l'innovation, car ils réduisent les gains nets de l'innovation. Et on voit que vous avez cette courbe en U. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les États les plus corrompus, on arrive plus vite à la partie décroissante. Plus vous êtes corrompu, moins vous êtes corrompu, plus la partie croissante est grande. Et plus vous êtes corrompu, plus le haut se déplace vers la gauche, voyez? Donc c'est intéressant la corruption, parce que la corruption vous dit à quel point, si vous êtes complètement corrompu, ce n'est pas la peine de taxer, on sait que l'argent va aller dans les poches des politiciens. Mais si vous n'êtes pas corrompu, il y a effectivement une vertu à l'impôt. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut voir que selon le degré de corruption, le sommet du U inversé est plus vers la gauche ou plus vers la droite. Moins vous êtes corrompu, plus la partie croissante est élevée. Donc, mettons que très corrompu, ça serait comme ça, et pas corrompu, ça serait comme ça. Vous voyez? D'accord? Donc l'impôt est quelque chose de très important. Je suis pas du tout, je crois dans l'impôt. L'impôt a une fonction redistributive qui est importante. Je crois beaucoup dans l'assurance sociale, dans l'assurance santé, donc là, il y a un rôle redistributif, il y a un rôle d'investissement, il y a un rôle d'assurance de l'impôt qui est tout à fait important. Mais il ne peut pas être le seul levier pour rendre la croissance plus inclusive. Il y a des leviers complémentaires. Donc, il y a évidemment éducation, santé qui sont financés par l'impôt. Donc, ça, c'est très typiquement. Et puis, il y a le levier innovation, bons emplois, qui sont des leviers également très importants
Et donc, il faut également soutenir. Vous voyez, donc, on a une vision différente Alors, vous me direz, jusqu'à maintenant, j'ai dit le top 1%, on peut penser que ce que je vous ai raconté, c'est que le top 1%, ce n'est pas important. Quelque part, je vous ai dit, qu'est-ce qui compte? C'est la mobilité sociale, c'est l'inégalité globale et la mobilité sociale. Et je vous ai dit, finalement, eh bien, le top 1%, ce n'est pas important. C'est quand même important, mais pour la raison suivante. C'est important parce que les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent être tentés de faire du lobbying et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils empêchent de nouveaux innovateurs de rentrer ou pour les empêcher de faire des réformes qui iraient vers plus de concurrence. Donc c'est à la fois du lobbying pour empêcher l'entrée directement ou c'est du lobbying pour retarder des réformes qui, elles, favoriseraient l'entrée vers plus de concurrence, par exemple, vers plus de mobilité. Et on voit le lobbying chez nous, hein, je veux dire, chaque fois qu'il y a des grands... voilà, je veux pas... C'est évident, Veolia-Suez, et il y a eu des visites à Bercy, quoi, on le sait. Hein, voilà. Et le lobbying, bon, c'est normal. Mais le lobbying peut avoir un côté vertueux, c'est d'informer. Mais il peut avoir aussi des côtés dangereux parce que ça peut être, c'est typiquement pour empêcher eh bien, l'entrée de nouveaux, pour réduire la concurrence. Or, on sait que la concurrence est très importante pour la croissance. La concurrence, voilà. Pourquoi la concurrence est importante par la croissance par innovation? Parce que j'innove pour échapper à la concurrence. Et puis aussi parce que la concurrence, c'est l'entrée. Et l'innovation, les grandes innovations, c'est des nouveaux qui viennent remplacer des anciens. Eh bien, mettre des limites à la concurrence, c'est mettre des limites à ce processus de remplacement de l'ancien par le nouveau. D'accord? Donc, on veut la concurrence pour la croissance, pour l'innovation. Or, le problème, et ça, c'est toute la contradiction de la croissance schumpeterienne, c'est qu'il faut des rentes pour motiver l'innovation. Mais la tentation après, pour ceux qui ont innové hier, c'est d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs ou pour faire pression sur les gouvernements pour qu'ils n'aillent pas vers davantage de concurrence qui, elle aussi, favoriserait de nouveaux innovateurs. Et donc, c'est toute la difficulté. Réglementer le capitalisme, c'est ça. La réglementation du capitalisme, c'est à la fois de permettre l'innovation, mais de faire en sorte que, eh bien, elle ne soit pas confisquée par les innovateurs, que les rentes ne soient pas confisquées par les innovateurs d'hier, qui ensuite disent « plus après moi le déluge, plus d'innovateurs après moi ». Et donc, c'est là qu'il faut réguler, c'est là qu'il faut des garde-fous qui font que ce genre de choses sont plus difficiles à faire. D'accord ? Alors, je vais vous parler un petit peu de lobbying. Donc le top 1%, je m'en soucie. Mais je m'en soucie parce que, aussi, j'ai peur que ceux qui ont des rentes les utilisent pour empêcher de nouvelles innovations, pour bloquer, pour stopper le processus de croissance. Et ça c'est un thème qui revient souvent dans le livre que je viens de faire, il revient régulièrement. Par exemple, les GAFAM aux États-Unis, la stagnation séculaire aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Quand il y a eu la révolution d'éthique, ça a aidé certaines entreprises à devenir elles étaient meilleures que d'autres, donc elles se sont développées, elles ont envahi beaucoup de secteurs, j'en ai parlé la dernière fois. Hein. Au début, ça a fait que la croissance de la productivité a augmenté parce qu'ils étaient plus efficaces que les autres, mais une fois qu'ils ont envahi tous les secteurs, eh bien, ça a découragé l'innovation des autres. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Et ça a été possible parce que eh bien, la législation en matière de concurrence aux États-Unis n'est pas ce qu'elle devrait être à l'heure du digital. On n'a mis aucune entrave, par exemple, aux fusions-acquisitions. Facebook a pu procéder à toutes les fusions-acquisitions qu'ils ont voulu, ou d'autres, sans limite, quoi. On leur a pas dit, non, attendez, là, vous risquez d'inhiber l'innovation des autres, et donc je ne veux pas vous autoriser à faire cette fusion-acquisition. Voilà, donc c'est très important. Il y a toujours ce débat-là, quoi. Les gens d'hier, ils sont très bons, mais ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres innovations. Et le résultat, c'est que comme on a permis à ces grandes entreprises, aux GAFAM, de devenir hégémoniques aux États-Unis, eh bien, ça a découragé l'innovation des autres. Et c'est pour ça que vous avez observé, même avant le Covid, cette stagnation séculaire, alors qu'on est en période de révolution de l'intelligence artificielle, de révolution d'éthique, on devrait normalement avoir une explosion de la croissance, et bien vous avez vu une croissance qui s'est mise à décliner. Et c'est tout le débat, c'est tout le dilemme schumpeterien, ça. Vous devez favoriser l'innovation, mais faire attention qu'après, ils n'utilisent pas leur position pour faire barrage aux nouveaux innovateurs. Parce que sinon, à ce moment-là, au lieu de stimuler la croissance, vous l'empêchez. Alors, je parlais un peu de lobbying. Donc, alors, lobbying, est-ce que je suis là? Voilà. Ah, voilà, oui. Donc, j'avais des... Ah oui, je veux parler... Oui, je voulais... Ah oui, avant de terminer sur le lobbying, je voulais quand même parler de ce qui s'était passé en Suède sur la fiscalité. Donc, je vais quand même parler de l'exemple suédois. Alors, hein, je reprends. Donc, qu'est-ce qui se passe en Suède? Voilà, l'exemple suédois. Donc, en 1991, la Suède décide de réformer son système fiscal. Ils instaurent une taxation duale du capital et du travail. Donc, ils font ce que nous, on a fait en 2017.
2018. Les piliers de la réforme fiscale suédoise sont d'une part une réduction drastique du taux marginal de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui passe de 88% à 55%, et d'autre part le passage à un taux d'imposition forfaitaire de 30% sur les revenus du capital. Ils ont fait la flat tax, d'accord ? Avant, il y avait un système progressif avec un taux marginal supérieur de 72% et un taux moyen de 54% de l'impôt sur le capital. Ça a coïncidé avec un net décollage. Alors, vous voyez ce qui est intéressant. Là, ici, vous voyez le nombre de brevets. Et vous voyez la Suède, ça décolle, les brevets suédois décollent. Alors, ça, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité, mais c'est intéressant, la coïncidence. Vous voyez un décollage, une rupture de tendance, un décollage des innovations suédoises. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'il y a eu en même moment une dévaluation de la couronne suédoise et une réforme de l'État accordant davantage d'autonomie aux agences administratives, aux municipalités, et qui prévoyait un meilleur contrôle de la dépense publique. Donc il y a eu plusieurs choses en même temps. Donc je ne peux pas utiliser ça pour vous dire, voyez, c'est la preuve d'un effet causal de la réforme fiscale mais la coïncidence est intéressante, d'accord ? Et maintenant, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la croissance de la productivité ? Pareil, a fait comme les brevets, le taux de croissance de la productivité a été multiplié par 4 entre avant et après le début des années 90 en Suède. Donc ça, c'est remarquable, c'est vraiment une rupture de tendance. Et si vous regardez maintenant l'évolution du top 1%, il a un peu augmenté. Vous voyez, si je fais une droite là, ça augmente un petit peu, mais ça n'augmente pas énormément. D'accord ? Et si vous regardez maintenant le Gini, il augmente, voyez, il augmente un petit peu, effectivement. Vous voyez, le Gini augmente, mais vous voyez, la Suède, elle est quand même avec un Gini bien en dessous de tous les autres. Voyez ? Donc, c'est quand même le pays qui reste. Le Gini a un petit peu augmenté, mais la Suède reste quand même parmi les pays les plus égalitaires en termes de Gini. Voyez ? Donc c'est intéressant parce que voilà une réforme qui a dopé dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a contribué à doper la croissance et l'innovation. Et en tout cas, quand elle a été faite, il y a eu une petite augmentation d'inégalité, mais pas dramatique. Et donc voilà, donc la question est-ce que je prends une réforme comme ça ou est-ce que je ne la prends pas ? Moi, je la prends personnellement. D'autres diraient je ne la prends pas. D'accord ? Alors j'en viens au lobbying. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le lobbying ? Donc d'abord, donc j'arrive au lobbying maintenant. Voilà. Donc, le lobbying, qu'est-ce que c'est que le lobbying ? Le terme lobby désigne un hall. Au XIXe siècle, il désigne les couloirs de la Chambre des communes où les membres des groupes de pression viennent discuter avec les parlementaires. Donc, il désigne initialement des discussions informelles. Le lobbying comprend toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considéré par la personne qui les initie comme étant susceptible d'influencer les prises de décision. D'accord ? Dans la plupart des pays, les activités de lobbying sont réglementées et recensées. Alors c'est intéressant parce que l'opinion publique en général, elle tend à être hostile au lobbying. 53% des Américains considèrent les lobbies comme un très grand problème, 38% a la même opinion pour l'immigration domestique, 60% des Américains considèrent la conscience éthique des lobbyistes peu ou très peu élevée, contre 25% pour les banquiers. D'accord ? Alors, le lobbying est une des principales possibilités pour des groupes d'intérêt d'accéder et d'influencer les sphères décisionnelles. Aux États-Unis, il représente maintenant près de 3 milliards de dollars de dépenses par an. En Europe, c'est à peu près 1,2 milliard d'euros par an. Et voilà, et donc c'est à peu près ça que ça représente, d'accord ? Et alors, donc ça, c'est la première chose que je veux dire sur le lobbying. Les États-Unis ont été les pionniers en matière de réglementation des lobbies. Vous avez la Federal Regulation of Lobbying Act de 1946 qui oblige tous les lobbyistes à s'enregistrer auprès du Sénat. Le Lobbying Disclosure Act a rendu ce registre public et maintenant accessible en ligne. Le Honest Leadership and Open Government Act amende et complète les deux précédents en y ajoutant des règles sur la transparence de la vie politique. Par exemple, l'interdiction de cadeaux des lobbyistes aux décideurs politiques, les interdictions aux anciens élus de devenir lobbyistes dès la fin de leur mandat, etc. Alors, la réglementation, au niveau des pays membres de l'Europe, sont hétérogènes. Vous avez un registre obligatoire en France, Irlande, Lituanie, Autriche, Pologne, Slovénie. En Allemagne, Croatie, Italie, Royaume-Uni, Roumanie, des registres existent, mais aucune obligation légale ne force les lobbyistes à s'y inscrire. Les autres pays de l'Union européenne n'ont pas de registre officiel. Alors maintenant, la question, c'est qui fait du lobbying ? Alors, dans l'Union européenne, plus de la moitié des lobbyistes enregistrés sont des représentants internes, groupements professionnels et syndicats. Plus d'un quart sont des ONG. Les plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires sont celles qui font le plus de recours au lobbying.
Les entreprises qui font massivement recours au lobbying ont en moyenne une productivité plus basse que les autres, mais également une marge de profit plus élevée. Donc c'est typiquement des gens qui ne sont pas hyper productifs et qui veulent garder leur marge. D'accord ? Il y a plus de dépenses en lobbying dans les secteurs plus régulés, dans les secteurs où il y a moins de concurrence. D'accord ? Alors là, il y a un article très intéressant écrit toujours par Axigit, mais avec deux co-auteurs, sur l'Italie. Et là, vous avez des choses très intéressantes. Vous avez donc, eh bien, ils montrent, enfin, ils ont des informations sur les entreprises, ils ont des informations sur les brevets, ils ont donc sur l'innovation, et ils ont aussi des informations sur, eh bien, s'il y a des liens entre l'entreprise et les politiciens. Et ce qui est très intéressant, c'est cette courbe qui dit la chose suivante. Cette courbe, elle vous dit, eh bien voilà le lien, plus une entreprise. Alors le market rank, ça veut dire que quand vous êtes à gauche, vous avez des entreprises qui représentent beaucoup de parts de marché dans son secteur. Donc c'est une grosse entreprise dans le secteur. Eh bien plus la part de marché est élevée, plus elle emploie des politiciens, quoi. Plus l'entreprise italienne paye des gens qui sont dans la politique locale, quoi. C'est intéressant, hein. Plus je suis gros, plus j'investis dans les politiciens. Voilà, donc ça c'est intéressant de savoir qui investit là c'est en Italie, hein, mais c'est des données fascinantes. Alors maintenant, on peut parler de l'utilité des lobbies. Alors, une des grandes questions, évidemment, c'est de comprendre si les lobbies fournissent des expertises enrichissantes aux décideurs ou s'ils exploitent uniquement à leur profit leurs connaissances. Pour cela, on distingue deux types de lobbyistes. Un lobby est connecté, il a un accès privilégié à un décideur politique s'il a lui-même une charge politique dans le même parti ou s'il a contribué à une de ses campagnes électorales. Un lobbyiste est spécialisé s'il concentre ses missions sur un nombre réduit de thèmes. On considère donc qu'il a un pouvoir informatif. Le deuxième type de lobbyiste, contrairement au premier, a une certaine utilité sociale. D'accord ? Et en fait, donc mes co-auteurs, Bombardini, Trebi et Marianne Bertrand, récupèrent des données de contribution de campagne pour connaître le lien entre chaque lobbyiste et chaque politique, et ils retracent les liens professionnels entre les deux parties. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est la chose suivante. La part des lobbyistes connectés est très connectée aux États-Unis, a augmenté dans le temps. Vous voyez, là, les connectés, vous voyez où c'était en 99, voilà où c'est maintenant. Et très connectés, vous voyez, ça augmente. Par contre, là, on ne voit pas la même chose des spécialistes. D'accord ? Et parmi les lobbyistes externes, 54% sont connectés en 2008. Donc c'est quand même intéressant. On voit que vraiment, il y a une tendance à être de plus en plus connecté et en fait de moins en moins spécialisé. D'accord ? Plus des 3/4 des lobbyistes ne sont pas spécialisés. Voilà, donc je regarde là. Spécialistes, vous voyez, c'est juste une toute petite partie qui sont spécialisés, vous voyez ? Donc la part des lobbyistes spécialisés, vous voyez, c'est vraiment un quart. Donc il reste 3/4 qui ne sont pas spécialisés. Moins d'un lobbyiste sur 7 est spécialisé sans être connecté. Vous voyez, donc en général, moi ce qui m'intéresse, c'est les spécialisés qui n'ont pas de connexion politique. Ben, ça représente une infime minorité des lobbyistes. Alors là, il y a une chose très intéressante, c'est que, eh bien, par exemple, les lobbyistes connectés à des politiciens du Parti républicain ont gagné en moyenne 25% de plus que les autres lobbyistes lorsque les républicains ont contrôlé la Maison-Blanche et le Sénat entre 2002 et 2007. C'est intéressant. Donc ça rapporte d'être connecté au parti qui gagne. D'accord ? Vous voyez la période où... Ça, c'est la période où le Congrès républicain donc contrôle, enfin, donc c'est la première période, maintenant on a à nouveau, mais où ils ont le contrôle sur également le Sénat. Donc voilà, donc la spécialisation rapporte également un premium monétaire aux lobbyistes. Certains lobbyistes sont donc réellement payés pour leur expertise. Le premium est cependant plus bas que celui des lobbyistes connectés. Il est cependant inquiétant de voir que la plupart des lobbyistes ne sont pas spécialisés. Alors quel est l'impact des lobbies ? Eh bien, lobbying et inégalité. Vous vous souvenez que je vous avais montré tout à l'heure innovation et inégalité. Eh bien, voilà la relation aux États-Unis. Je classe, vous voyez, de la même manière que j'avais classé ici un État, une année, en termes d'intensité d'innovation, eh bien là, je regarde en termes de dépenses en lobbying dans l'État. Et si je devais tracer une droite, elle est clairement croissante. Donc, on voit clairement un lien, en tout cas tout en haut, entre la part du top 1% et le lobbying. Donc l'innovation est une source de top 1%, mais le lobbying est une autre source de top 1%. D'accord ? Maintenant, tout à l'heure, je vous avais montré
que l'innovation n'avait pas d'effet sur l'inégalité globale, eh bien, le lobbying a un effet. Si je devais tracer une droite, vous verrez que donc il y a un lien très fort entre lobbying et inégalité globale. Et la raison, c'est parce que l'innovation avait cet effet vertueux d'augmenter la mobilité sociale. Le lobbying réduit la mobilité sociale, puisque le lobbying réduit l'entrée. Or, on savait que la mobilité sociale était reliée très aux innovateurs nouveaux. Mais le lobbying, qu'est-ce qu'il fait? Il met des barrières à l'entrée, le lobbying. Donc, il réduit l'entrée d'innovateurs nouveaux. Donc, c'est pour ça que le lobbying augmente l'inégalité globale, parce que non seulement il augmente l'inégalité en haut, mais il réduit la mobilité sociale, et donc l'effet est indubitablement d'également détériorer l'inégalité globale. Vous voyez, donc le lobbying est une source très différente de l'innovation. C'est pour ça que quand moi je dis le top 1%, je distingue les lobbyistes des innovateurs, parce que ce n'est pas le même. Alors, on peut avoir été innovateur et devenir lobbyiste. Voilà, et donc le problème, souvent des innovateurs d'hier deviennent des lobbyistes aujourd'hui, mais c'est là qu'il faut intervenir. La politique fiscale est importante, mais la politique de concurrence, la politique de financement des campagnes politiques, la réglementation des lobbies, tout ça sont des mesures aussi toutes importantes. Et là, à nouveau, l'outil fiscal n'est pas le seul. Ce n'est pas uniquement à travers la fiscalité que vous allez réglementer le lobbying, c'est la fiscalité, plus la politique de concurrence, plus la politique de financement des campagnes politiques. C'est tous ces instruments-là qui sont importants pour réglementer l'activité des lobbies. D'accord ? Alors maintenant, on peut voir l'impact sur les impôts. Par exemple, obtenir ou maintenir de faibles taux d'imposition est dans l'intérêt de toutes les entreprises, qu'elles fassent du lobbying ou non, parce que ça augmente le revenu net. Étudier le lien entre les taxes et le lobbying est donc un exercice intéressant. Et donc vous avez ces auteurs-là qui estiment que les mécanismes les plus fréquemment utilisés pour garantir des taux d'imposition plus faibles sont des crédits pour les dépenses en R&D, un calendrier d'amortissement fiscal étudié spécifiquement pour certains types d'équipements en capital, et on voit que eh bien, le taux d'imposition effectif des entreprises, eh bien, c'est négativement corrélé au lobbying, quoi. Voilà, donc là, on voit de manière très très claire. Voilà. La part des dépenses en R&D, le retour sur les actifs, l'intensité du capital sont reliés de façon significative au taux d'imposition des entreprises qui font du lobbying. Si on inclut également les entreprises qui ne font pas de lobbying, cette relation n'est pas vraie. Donc maintenant, l'autre impact, donc j'ai parlé de l'impact sur les inégalités, j'ai parlé de l'impact sur les impôts, et je vais maintenant parler de l'impact sur la croissance et l'innovation. Donc, une des questions que la littérature empirique cherche à comprendre, si le lobbying est un substitut à l'innovation, c'est-à-dire si les entreprises sont confrontées à un arbitrage entre dépenses en lobbying et dépenses en R&D. Et je reviens à mes amis là, sur l'étude italienne. Ils regardent la compétitivité des entreprises italiennes à l'aune de leurs connexions politiques. Ils justifient les connexions entre entreprises et élus par un coût bureaucratique élevé, qui est ainsi évité. Et donc voilà, et la chose intéressante, donc j'avais montré déjà ça, j'avais montré que plus l'entreprise elle était importante dans le secteur, plus elle investit dans les politiciens, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai cette autre courbe, et vous voyez que l'innovation c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que plus une entreprise est importante, moins elle investit en innovation, et plus elle investit en politiciens. Donc vous arrivez en général, vous êtes petit, vous êtes arrivé là, et là vous innovez beaucoup et vous investissez très peu en politiciens, et à mesure que vous grossissez, eh bien, vous investissez de moins en moins dans l'innovation et de plus en plus dans les politiciens. D'accord ? Et c'est vraiment le dilemme schumpeterien, c'est vraiment, j'étais très bien innovateur hier, mais je deviens maintenant un gros éléphant qui essaye à tout prix de se maintenir grâce au lobbying. D'accord ? Alors maintenant, quel est l'effet des connexions politiques? Eh bien, c'est très intéressant, c'est que ça va augmenter l'emploi, parce que ce qui se passe, c'est que les firmes qui sont mieux connectées, elles arrivent à surmonter des coûts bureaucratiques, et ça leur permet de s'étendre, de grandir en termes de taille, d'accord? Mais elles grandissent simplement en grandissant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux mettre plus d'usines, mais ça ne veut pas dire que j'innove, d'accord? Je peux acheter des machines, je peux m'agrandir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la relation entre les connexions politiques et la croissance de la productivité, elle est négative. J'innove moins, j'ai moins de croissance de productivité. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises qui investissent plus dans les connexions, elles s'agrandissent horizontalement, si vous voulez. Elles ouvrent des bouchers nouveaux, mais elles ne le font pas par l'innovation, elles le font par les connexions. Vous comprenez? Je peux m'agrandir quand j'innove également. Mais elles s'agrandissent pas par l'innovation, pas parce qu'elles sont plus productives que les autres. Elles s'agrandissent parce qu'elles sont connectées. Mais comme elles n'ont pas investi en innovation, leur croissance de productivité, elle pâtit de ça. D'accord ? Voilà.
Et donc, voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, l'impact macroéconomique pour la part des entreprises, plus la part d'entreprises connectées dans une industrie est importante, moins l'industrie est dynamique, elle ne s'agrandit pas, il y a peu d'entrées et de sorties dans l'industrie, l'âge moyen des entreprises est plus élevé. Les connexions politiques allègent les frictions du marché, telles que des coûts bureaucratiques très élevés, mais ils désavantagent à tel point les entrants potentiels ainsi que les entreprises qui n'ont pas la possibilité de se connecter, que le coût global prend le dessus sur les bénéfices microéconomiques. Donc en gros, si vous voulez, le lobbying a un double coût, si vous voulez. C'est que le lobbying, le coût qu'il a, c'est qu'en fait, il fait deux choses. Le lobbying fait que les entreprises, au lieu d'innover, les entreprises existantes, elles recourent au lobbying, donc elles innovent moins pour se maintenir. Et la seconde, c'est comme elles lobbyent, elles empêchent des autres qui innoveraient de rentrer. Vous voyez, le lobbying est doublement mauvais parce qu'il empêche. Vous voyez, s'il n'y avait pas le lobbying, peut-être que ces mêmes entreprises, elles n'auraient pas d'autre choix que d'innover pour se maintenir. Le fait qu'elles puissent faire du lobbying les décourage d'innover. Et en plus, elles mettent des barrières aux autres qui empêchent des autres qui innoveraient de rentrer. Donc c'est doublement mauvais pour l'innovation et pour la croissance de la productivité. C'est pour ça que c'est très important. Donc quand je reviens, moi maintenant, à ma discussion sur les inégalités, moi ma vision sur les inégalités, c'est de dire d'abord, moi mon souci, c'est d'abord la mobilité sociale, l'ascenseur social, parce que c'est directement relié à l'inégalité globale. Donc c'est ma première chose. Deuxièmement, l'innovation, c'est vrai que ça augmente le top 1%, mais c'est un facteur de mobilité sociale et de croissance, donc je vais pousser pour ça. J'essaie de comprendre pourquoi l'innovation est bonne pour la mobilité sociale, la destruction créatrice et les bons emplois, d'accord ? Une fois que j'ai dit ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de l'outil fiscal ? L'outil fiscal, il faut évidemment la fiscalité pour financer de la redistribution, pour financer l'investissement de l'État dans les infrastructures, l'éducation, la santé et l'assurance chômage, etc. Mais d'un autre côté, il faut faire attention que la fiscalité soit faite de manière à ne pas décourager l'innovation, parce que si vous découragez l'innovation, vous vous tirez une balle dans le pied, vous découragez la croissance et la mobilité sociale qu'apporte l'innovation. Donc il faut faire très attention quand vous taxez, de ne pas, de la même manière que j'avais dit la dernière fois, que taxer les robots, ce n'était pas bon parce que vous alliez décourager les entreprises qui allaient automatiser, ce qui leur permettait de gagner des parts de marché et donc de contrecarrer, disons, le mouvement de délocalisation. Et bien, de la même manière ici, vous ne voulez pas décourager l'innovation parce qu'elle est un vecteur non seulement de croissance, mais de mobilité sociale. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas du top 1% ou du top 0,1%, parce que, effectivement, j'ai le souci que ces rentes puissent être utilisées pour empêcher de nouvelles innovations. Et ça, c'est toute la réglementation du lobbying, c'est les politiques de concurrence, c'est adapter les politiques de concurrence à l'ère du digital, c'est le financement des campagnes politiques. Par exemple, le fait qu'aux États-Unis, les firmes privées puissent financer sans limite les campagnes politiques, évidemment, c'est très mauvais. Ça a été passé sous Scalia par la Cour suprême. Ça, évidemment, c'est une évolution très négative. Et donc, c'est toutes ces législations-là qui sont importantes. Je me soucie tellement du top 1% que je ne veux pas juste appliquer la fiscalité, mais également tout cet ensemble de mesures pour m'assurer qu'ils ne vont pas bloquer l'innovation future et qu'ils ne vont pas du tout bloquer la mobilité sociale. Vous voyez, c'est une vision de l'inégalité et de la croissance inclusive, donc qui est différente un petit peu le problème d'autres visions qui sont tellement respectables, et donc les contributions étaient très importantes. J'ai mentionné l'importance des contributions empiriques. C'est que dans le monde d'autres personnes, l'innovation est exogène, la croissance est exogène, et l'impact possible de l'innovation sur la mobilité sociale n'est pas pris en compte. Donc, une fois que vous prenez en compte ces trois choses-là, vous avez une vision, à mon avis, plus globale de la problématique des inégalités et des instruments. Voilà, merci beaucoup. Et voilà. Je promets avoir mes transparents, et je vous enverrai les bons transparents pour le cours aujourd'hui. Merci beaucoup.